On parle souvent d'argent en regardant les petites dépenses au quotidien. Le café dehors, l'abonnement oublié, la commande qui a été passée trop rapidement. Ouais, tout ça, ça compte. Mais aujourd'hui, je vais aller beaucoup plus loin. Ce qui change vraiment une vie financière, ce sont quelques grandes décisions prises au bon moment ou au mauvais moment. Aujourd'hui, on va parler de 5 décisions financières qui changent une vie. À Mayotte comme ailleurs, on peut perdre de l'argent à cause de petites fuites. Mais il faut être lucide. Ce n'est pas seulement le sandwich que tu vas acheter à Mamoudzou, là, près de la barge, ou alors un abonnement Netflix oublié qui va décider de ton avenir. Non, ce sont les choix qui t'engagent pendant des années, avec qui tu construis et là où tu vis. Comprends bien qu'en fait, le café, ça compte, oui, mais ça ne décide pas de toute ta vie. Les petites fuites pèsent, en somme, mais ce sont les grands choix qui vont orienter ta trajectoire. Quand je parle de grands choix, à quoi est-ce que je fais allusion? Eh bien, la personne avec qui tu construis ta vie, où tu vas vivre, comment est-ce que tu gagnes ton argent, comment tu utilises la dette et quand est-ce que tu commences à investir. Ce sont les 5 points que l'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va donc suivre 5 décisions. Il ne s'agit pas de théories abstraites sorties du bureau d'un Parisien, mais plutôt de choix très concrets que beaucoup de familles mahoraises connaissent. On va parler du couple, du logement, de la carrière, de la dette et de l'investissement. Le fil rouge, il est très simple. Chaque décision peut vous donner soit plus d'oxygène ou alors au contraire vous asphyxier. Le bon partenaire construit, le mauvais partenaire coûte. En clair, la personne avec qui tu vas faire ta vie, elle est particulièrement importante. Première décision, c'est ton partenaire de vie. On parle souvent de couple avec le cœur et c'est normal, il faut que vous vous aimiez. Mais un couple, c'est aussi une équipe économique. Prenons le cas d'Amina et de Souleymane Atunzou. Ils ne gagnent pas forcément des fortunes, mais ils regardent dans la même direction. Ils savent combien entre, combien sort, ce qu'ils veulent construire et surtout ce qu'ils doivent éviter. Le résultat, c'est qu'il y a moins de dépenses inutiles, moins de dépenses par rapport à l'ego, fini les manzaraka pour prouver, etc. Ils s'en fichent. Et ils ont beaucoup plus de projets en commun. Et à l'inverse, eh bien, si l'un veut investir et que l'autre veut tout consommer, eh bien là, forcément, la trajectoire du couple va être beaucoup plus difficile. Je ne dis pas qu'il faut choisir quelqu'un pour son argent, bien évidemment. Je dis par contre qu'il faut choisir quelqu'un avec qui votre vision de l'argent ne devient pas une guerre permanente. Oui, mais toi tu veux sortir. Oui, mais moi je veux qu'on fasse des projets. Oui, mais on ne s'amuse jamais avec toi. Bon, on ne peut pas avancer comme ça. Vous devez choisir quelqu'un qui pense relativement de la même manière que vous en matière d'argent. Parce que l'argent, c'est la première cause de divorce à l'heure actuelle. On avance. La deuxième décision, c'est le logement. Pourquoi? Parce que le bon logement, ça te libère, alors que le mauvais logement, lui, il t'enferme. Pour la majorité des Mahorais, c'est la dépense la plus lourde. Et le problème n'est pas seulement d'acheter ou de louer. Le vrai sujet, c'est est-ce que ce logement respecte votre réalité financière? Prenons le cas de Jamila. Elle travaille à petite terre et elle peut vouloir un plus gros logement pour montrer qu'elle a réussi. Après tout, elle a travaillé pendant X temps, elle est devenue cadre, elle est devenue manager, elle gagne plus d'argent. Les gens vont parler si jamais elle reste au même endroit. Et ça, c'est dangereux. Parce que si le loyer, les crédits, les charges et la voiture et les trajets, ça mange toute la marge en fait qu'elle s'est constituée, finalement, le logement là, il devient un boulet. Parce que elle a augmenté son train de vie en même temps que son salaire. Et vous me direz peut-être, oui, mais chez nous, on ne paye pas de logement parce que nous avons nos propres maisons. Mais ta maison, tu dépenses pour la construire. Donc avant de pouvoir vivre dans ta maison, de toute façon, tu vas dépenser de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ça peut être la guerre des nerfs quand on n'en a pas. C'est pourquoi il faut comprendre les principes fondamentaux de l'argent. Le bon logement n'est pas forcément celui qui est le plus impressionnant. C'est celui, au contraire, qui vous laisse respirer, épargner, investir et faire face aux imprévus. Un logement qui est mal calibré, ça peut vous ralentir pendant 15-20 ans. Là, ce n'est plus une question de logement, de maison. C'est une prison avec un très joli carrelage. La troisième décision, c'est tout ce qui concerne la carrière. Parce qu'un salaire qui stagne, ce n'est pas stable. C'est reculé. Si ton salaire est resté fixe pendant 10 ans, tu as reculé, tu as régressé. On parle beaucoup du budget, mais avant de pouvoir gérer son argent, il faut déjà avoir de l'argent. Parlons de Salim. Il vit à Kungu, il reste 10 ans dans la même situation, dans le même travail. Il fait le même boulot.
Et du coup, ce qu'il va se passer pour Salim, c'est qu'il pense que les choses vont changer toutes seules. Mais ça n'arrive jamais. Ce que Salim pourrait faire autrement, c'est tout simplement monter en compétences, apprendre de nouvelles choses, se former en ligne ou pas, négocier son salaire parce qu'il est là depuis longtemps et qu'il connaît mieux le terrain. Il doit pouvoir se vendre lui-même. Il doit pouvoir également changer de poste, en avoir un qui est plus rémunérateur ou alors tout simplement développer une activité complémentaire. Je ne sais pas moi. Admettons que Salim sache cuisiner. Pourquoi pas vendre ce qu'il cuisine directement à son bureau? Ça peut être un choix. Et chez nous, il y a beaucoup de personnes qui ont des business secondaires. Ça, c'est pas le problème. Par contre, souvent, et malheureusement, ce n'est pas structuré. C'est pourquoi il faut pouvoir monter en compétences et ensuite lancer votre business pour comprendre comment fonctionne le flux de l'argent. Mais surtout, en vous lançant là, il faut tout automatiser. Il faut vous dire comment faire pour créer un business qui puisse s'en sortir sans vous. Parce que si votre business a besoin de vous, ce n'est pas un business, c'est juste un deuxième travail. L'objectif, ce n'est pas de courir après l'argent, comprenez-le bien. Il faut également prendre en compte l'aspect de la santé mentale, la famille, le temps libre. Ça compte énormément pour nous. Nous avons besoin de tranquillité. Mais par contre, on doit être clair sur un point. Si vos revenus stagnent pendant des années, votre capacité à épargner et à investir restera limitée. Votre carrière, c'est le moteur qui alimente votre capital, surtout au début. La quatrième décision, c'est la dette. Toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Une dette peut construire et une autre peut démolir. Un crédit immobilier qui est bien pensé, ça peut avoir du sens. Et je sais que chez nous, les Mahorais, les gens évitent un maximum le crédit parce qu'ils ne comprennent pas le principe du crédit usurier. Le crédit usurier, il est basé sur du vent. C'est-à-dire, je vous prête de l'argent, je te prête 20 € et d'ici 2 mois, toi, tu ne dois pas me rendre 20 €, tu dois me rendre 25. Là, c'est moi qui ai fixé mon taux à partir de rien. Et ça, c'est ce qui est interdit chez les musulmans, dans l'islam. Ok, mais réaliser un crédit auprès d'une banque, c'est pas simplement rendre un peu plus que ce que la banque t'a prêté. Il faut comprendre tout le processus. La réalité, c'est que quand la banque te prête de l'argent, c'est pas juste qu'elle te prête de l'argent, elle te prête de l'argent pour que toi, derrière, tu puisses créer de la valeur. Donc toi, quand tu utilises cet argent-là, que tu achètes ton terrain, tu dois mettre du ciment, construire ta maison, l'habiller, faire en sorte en fait de donner un maximum de valeur à ton bien. Ok, ça c'est une chose, c'est un point. Et ensuite, l'idée, c'est que quand tu mets ton bien en location, ce n'est pas toi directement qui rembourse le crédit, c'est plutôt le locataire. Et pourquoi le locataire, il rembourse ton crédit? Lui, en fait, il paye un loyer, mais ce loyer que tu l'utilises pour rembourser une partie de ton crédit. Et ce qu'il se passe, en fait, dans ce processus-là, c'est que toi, tu as créé de la valeur. Donc, la banque ne te demande pas une rémunération sur rien, elle te demande une rémunération sur la base du fait que toi, tu vas créer de la valeur à cet endroit-là. Donc, est-ce que c'est possible de faire un crédit sans pour autant aller à l'encontre de la religion? Oui, parce que là, tu es en train de créer de la valeur. La banque ne te demande pas que tu lui prêtes, que tu lui rendes un peu plus, tout simplement parce que ce sont des voleurs. Ils te demandent de leur rendre un peu plus parce que toi, ce que tu vas faire avec le terrain que tu as acheté, c'est que tu vas créer de la valeur. Parlons par exemple de Madi, qui aime s'appairer. Elle a une voiture à crédit et quelques paiements en plusieurs fois. Un téléphone qui coûte trop cher et puis une mensualité ici et une autre là. Là, on est sur de la mauvaise dette, un mauvais crédit. Sur le papier, Madi se dit que c'est cool, ça passe. Mais dans la vraie vie, en fait, il ne lui reste plus rien. Pourquoi? Parce que tous ces crédits cumulés, ces dépenses en différé là, ça augmente d'un coup. En fait, ça fait que finalement, tous les mois, elle a toujours un peu moins dans son compte en banque. Il fait qu'elle peut moins faire face aux imprévus. Et donc, avant de signer un crédit, la bonne question, ce n'est pas est-ce que la banque accepte? La vraie question, c'est est-ce que cette dette améliore vraiment mon futur ou est-ce qu'elle rend juste mon quotidien plus lourd? La cinquième décision, c'est de commencer à investir sérieusement. Le bon moment, ça n'existait pas. Seul le début compte. Beaucoup de gens, en particulier chez les Mahorais, attendent le bon moment, le moment parfait. Quand j'aurai plus d'argent, quand je comprendrai tout, quand les marchés seront calmes. Mauvaise nouvelle, ça n'arrive jamais, jamais. Prenons le cas d'Afsa. Elle habite à Dembéni. Elle commence avec une petite somme, une stratégie simple, régulière et surtout, elle comprend exactement ce qu'elle fait. Au début, il n'y a rien de spectaculaire, mais le temps devient très rapidement son allié. Parce que l'argent qui dort sur ton compte en banque, il perd de la valeur à cause de l'inflation. Quand ton argent est immobile, toi, dis-toi bien que tu perds de l'argent. L'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la vie coûte beaucoup plus cher au fur et à mesure du temps. Ça veut dire qu'avec 100 € en 2010, tu peux t'acheter moins de choses aujourd'hui.
Les 100 euros de 2010, ils ont donc plus de valeur que les 100 euros d'aujourd'hui. Parce que 100 euros en 2010, tu pouvais t'acheter plus de choses. Alors que 100 euros aujourd'hui, on dirait que c'est les nouveaux 80 euros. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'inflation. Et l'inflation, en fait, comme c'est pas visible, tu le ressens pas. Mais c'est dans les achats, dans les coûts quotidiens. Tu peux acheter beaucoup moins de choses avec le même argent. C'est le même billet. C'est les mêmes 100 euros. Mais avec ces mêmes 100 euros, tu peux t'acheter moins de choses. A contrario, l'argent investi, lui, peut commencer à travailler. Il ne s'agit pas de trouver l'investissement magique qui va te rapporter énormément. Non, il s'agit de passer de la réflexion à l'action de manière propre, progressive et avec discipline. Maintenant, regardons deux trajectoires locales. Parlons de Nasser et de Youssouf. Ils peuvent vivre sur la même île, mais avoir deux situations radicalement différentes. D'un côté, nous avons Nassur. Il maîtrise ses charges, il évite les crédits inutiles et investit régulièrement. De l'autre côté, nous avons Youssouf, qui gagne lui aussi correctement sa vie. Mais son logement est trop lourd, sa voiture lui coûte trop cher et il repousse toujours l'investissement. 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, l'écart ne vient pas uniquement du salaire. Il vient également des décisions répétées au quotidien. C'est brutal, mais vrai. Nassur va pouvoir se construire un patrimoine, alors que Youssouf, lui, ce qu'il aura, c'est juste de bons souvenirs. Le point commun de ces 5 décisions, c'est leur effet cumulatif. Pour le moment, rien ne paraît spectaculaire. Choisir le bon partenaire, calibrer son logement, faire progresser sa carrière, éviter les dettes et investir sérieusement. Ça fait pas de bruit, c'est normal. Mais année après année, ces choix créent plus de marge pour toi et moins de stress. Et donc, plus de liberté et plus de patrimoine. La richesse se construit rarement dans le bruit. Elle se construit avec des décisions cohérentes, répétées sur le temps long. Maintenant, dites-moi en commentaire, laquelle de ces 5 décisions vous paraît la plus déterminante? Est-ce que c'est le partenaire? Est-ce que c'est le logement, la carrière, la dette ou alors l'investissement? Et si l'une d'entre elles a déjà changé votre vie, racontez-le. Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre. Et surtout, moi, je suis curieux d'en apprendre un peu plus sur les personnes qui apprécient mon contenu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, mais surtout de cocher la cloche de notification pour recevoir systématiquement mes vidéos. Allez, on se voit à la prochaine.